C'est connu, décortiquer une personnalité, c'est souvent le propre des psychologues, mais chez le journaliste, les faits, comme on dit, sont sacrés et donc têtus, et c'est donc à partir de là que les spécialistes de l'info s'immiscent dans cet exercice périlleux. Et aujourd'hui, il s'agit d'un seul cas d'étude, un homme, un seul, unique dans son cas, Pierre Nkurunziza, le président du Burundi. C'est la 14e édition du Club de la Presse. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. La communication, la personnalité du président Pierre Nkurunziza depuis son accession au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. On l'a vu à la télé distribuant de l'argent, toujours aux côtés du petit peuple, n'hésitant pas à porter sur sa tête un sac de ciment destiné à la construction d'une école. Pas une semaine ne passe sans qu'on le voit dans un champ, soit récoltant, soit labourant, un champ qui lui appartient dans toutes les communes du Burundi. Tout cela sur fond d'enseignements bibliques à travers des croisades évangéliques. Une communication, une stratégie de communication que certains jugent efficace pour gagner la sympathie du peuple, tandis que d'autres voient une manipulation de la masse pour endormir le peuple burundais et l'opinion. Quel regard les journalistes burundais portent-ils sur cette stratégie de com? S'agit-il d'une manipulation sur fond de populisme? S'agit-il d'une stratégie payante à court ou à long terme? Les réponses viendront de nos trois invités qui sont sur ce plateau de cette 14e édition du Club de la Presse. Un nom, un visage que vous connaissez déjà, je dirais même d'abord un complice puisqu'il s'agit du présentateur de ce même Club de la Presse en Kirundi, Valérie Mucho. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour et bienvenue. Merci. Il n'est pas moins connu sur nos plateaux, Bonfils Nyongere. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio publique africaine et merci encore une fois d'être des nôtres. Oui, merci beaucoup. Et je pense que l'on va partager nos idées et nos pensées. Merci beaucoup. Vous le connaissez, vous le reconnaissez assez également, son nom, son visage, Jean-Marie Ndabashinze. Vous êtes journaliste à la radio Nzamba Agate Kakawe. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes là surtout parce que vous connaissez suffisamment la personnalité de Pierre Nkurunziza puisque vous avez été membre de la cellule de communication de la présidence, n'est-ce pas? Merci. Je reviens également sur Mucho Valérie parce que vous avez suffisamment accompagné le président lorsqu'il allait sur le terrain, dans ses descentes sur le terrain, et donc vous l'avez suffisamment côtoyé, et donc particulièrement pour cela, vous êtes donc sur ce plateau. Oui. Aujourd'hui, je réponds aux questions. D'habitude, c'est moi qui les pose. Je stresse déjà. Et je pense que vous serez assez à l'aise. Commençons par le commencement, comme disait l'autre. Souvenez-vous, en 2003, Pierre Nkurunziza est ministre ministre chargé de la bonne gouvernance et inspecteur de l'État dans le gouvernement de transition du président Domitien Ndayizeye. Un jour, comme une anecdote, il effectue une visite au port de Bujumbura dans les services de douane. Les journalistes qui l'avaient accompagné lui posent la question de savoir comment il compte endiguer la corruption dans ce service qui était reconnu comme étant l'un des services où la corruption était la plus forte. Et la réponse de Pierre Nkurunziza a été directe. Il dit « Nous allons prier pour eux pour qu'ils changent de comportement ». Alors, Bonfils Nyongere, un ministre chargé de la bonne gouvernance et donc de la lutte contre la corruption, et qui dit que pour lutter contre la corruption, il va prier pour les corrompus. Est-ce que c'est vraiment cela qu'il fallait? Donc, pour moi, je pense qu'il essaie de s'esquiver de la question, et en s'esquivant de la question, il donne des réponses, et qui n'est pas, du moins, de la bouche d'un ministre de la bonne gouvernance, mais peut-être de la bouche de quelqu'un qui n'est pas à mesure d'accomplir ses engagements, qui n'est pas à mesure d'accomplir les actes d'un ministre. Donc, il invoque des forces surnaturelles alors qu'il devait prendre des décisions terre à terre pour éradiquer la corruption au niveau des services de douane. Peut-être qu'il voulait apporter un changement. Non, peut-être qu'il voulait se passer pour un citoyen un peu bon,
pour se présenter devant les douaniers comme quelqu'un qui ne va pas les punir, comme quelqu'un qui ne va pas prendre des décisions ou les sanctionner, mais comme quelqu'un qui veut avoir de la sympathie, s'attirer de la sympathie de ces gens de la douane réputés de corruption. Valérie, entendre une telle réponse en tant que journaliste, et à l'époque, on sait que la radio nationale pour laquelle vous travaillez, la télévision nationale pour laquelle vous travaillez, elle était plutôt aux premières loges pour couvrir ce type d'événement. Oui, bah, en fait, en attendant la réponse, je dis que nous sommes tombés des nues. Nous étions habitués à des réponses avec la rhétorique politicienne, des phrases toutes faites. Écoutez, nous allons lutter contre la corruption, la tolérance zéro, tout ça. Et voilà, le ministre d'État, il nous amène une autre façon de concevoir, en fait, comment dire, la chose politique. Il nous amène des phrases divines, et il nous amène dans un autre monde dans lequel nous n'étions pas habitués. Je vais prier pour ces gens, pour qu'ils changent de comportement. Moi, le ministre qui est chargé de lutter contre la corruption, le ministre d'État, parce que c'était un poste qui était vraiment nouveau. On n'avait pas l'habitude d'entendre un tel poste, un ministre d'État. C'était vraiment un poste qui était fabriqué pour lui. Et voilà, il nous amène dans un autre monde. Je ne sais pas s'il a voulu montrer au Burundais que lui, c'était vraiment un homme nouveau qui amène un nouveau visage dans la politique, qui amène une nouvelle façon de concevoir la chose publique. Écoutez, moi, je ne suis pas un politicien, je ne vais pas vous dire, écoutez, je vais tout faire pour faire respecter la loi. C'est comme ça que les autres disaient. Et lui, il nous dit, je vais prier pour ces gens, je ne sais pas si c'était pour les amadouer, ou bien pour les endormir, ou bien pour leur montrer que c'est un homme bien, qui met devant la parole divine, qui lui est là pour pardonner, hein, selon les paroles bibliques, il est là pour pardonner et pas pour punir, pour fouetter les gens qui font qui commettent de tels crimes. Je ne sais pas, en fait, j'ai jamais compris ce jour-là, hein, parce que par après, au fil des années, avec beaucoup de distance maintenant, on a pu cerner ce qu'il était finalement, sa personnalité. Et laquelle est-ce? Il joue toujours autour de ce culte de la personnalité, endormir les gens, parce que les Burundais, vous savez, nous, les Burundais, même avant la colonisation, avant que les Blancs nous amènent la Bible, les Burundais croyaient en Dieu. Chaque fois que quelqu'un dit, écoutez, moi je crois en Dieu, j'aimerais vraiment trouver une solution en m'inspirant de la parole divine, mais tout le monde est à l'écoute, on te fait confiance, c'est comme ça que nous sommes les Burundais. Jean-Marie Dabachinze, je me rappelle que le même jour, il a dit au même douanier, écoutez, vous avez suffisamment mangé d'argent, aujourd'hui, la corruption que vous avez perçue hier et aujourd'hui, sachez que c'est la toute dernière, mais vous ne serez pas poursuivi pour ça. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je dois d'abord rappeler à ceux qui nous écoutent pourquoi on avait installé un ministère d'État chargé qui avait aussi dans ses attributions la lutte contre la corruption. Et l'inspection de l'État. Voilà. C'était au lendemain de la signature de l'accord de Cicéron. Donc la rébellion à l'époque, qui était dirigée par le même Pierre Nkurunziza, avec dans les négociations que le Burundi ne se développe pas parce qu'il y a la corruption. Et puis on a dit, en attendant les élections qui allaient se tenir dans 2 ans, il faut d'abord confier son ministère à ces personnes qui amènent du sang nouveau pour voir s'il peut y avoir changement. Voilà. Alors le président Nkurunziza vient à la tête de son nouveau ministère créé pour lui, et tout le monde attendait au changement. Et voilà, au lieu de montrer comment il allait procéder pour justement qu'il y ait changement, il nous amène dans des obscurs. Je disais... Est-ce que ce n'était pas ça justement le changement? Le changement vers l'obscurité. Donc, j'allais dire que
il y a 2 semaines, je crois aussi, c'est pas 3, j'étais ici dans la même émission, j'ai dit que quand Nkurunziza n'a pas de réponse à donner aux gens, il se réfère toujours à Dieu. C'est ce qu'on a observé depuis son arrivée comme ministre d'État, c'est ce qu'on a vu quand il a prêté serment pour la première fois. Il a dit qu'il n'a pas été élu par le peuple, que c'est l'émanation de Dieu, qu'il y a eu quelqu'un qui lui a dit qu'il allait être président depuis déjà 2000. Hein? 98. Voilà, que pratiquement rien n'est surprenant qu'il soit président. Et donc pour vous, c'est une fuite en avant? Une fuite en avant, voilà. Et le Dieu qu'il dit, c'est lui-même. Nous restons dans la même époque, à l'époque du gouvernement de transition, où Pierre Nkurunziza s'est toujours montré un homme politique atypique. Visiblement, il n'avait pas suffisamment de capacité pour tenir des heures dans un conseil des ministres et il a demandé une dérogation spéciale pour le libérer avant la fin de chaque conseil des ministres. Et que cela ne vous surprenne pas, il allait jouer au football au moment où les autres ministres décidaient du sort du pays. Jean-Marie, on reste avec vous. Voilà. C'était à l'époque où il était ministre. Si c'était à l'époque où il était ministre, ça n'allait pas vraiment le surprendre. Parce qu'il y avait d'autres personnalités importantes, entre autres le président de la République et le vice-président, qui pouvaient coordonner les activités. Mais sachez que même quand il a été le numéro 1 du pays en 2005, ça continuait ainsi. Je me demande si aujourd'hui, s'il le fait, est-ce que vraiment c'est le fameux Gaston qui dirige le Conseil des ministres? Mais vraiment, notre pays va mal, va très mal. Bonfils, il était ministre d'État chargé de la bonne gouvernance et de l'inspection de l'État. Protocolairement, c'était un ministère extrêmement important, mais le fait qu'il ne soit pas capable de tenir pendant tout un conseil des ministres, était-ce un signe prémonitoire pour vous? C'était un signe d'abord qui montre quelqu'un qui est en dérangement mental quelconque, que je peux attribuer au... N'exagérez pas un peu. Non, ce n'est pas l'exagération. J'attribue ce dérangement mental par des années qu'il a passées au maquis, plus de 10 ans au maquis. Il y a des choses qui peuvent vous déranger mentalement, puisqu'il a tué des gens, il a vu déjà tuer, il a vu le sang couler des siens, des autres, des adversaires ou de ses ennemis. C'était une certaine forme de dérangement mental qui devrait avoir un traitement spécial. Il ne devrait pas être ministre, il ne devrait pas être président. Il devrait Et donc sa place était chez le gentil. Oui, il devrait être dans un centre de rééducation pour qu'il puisse réacquérir l'allure d'une personne normale. Puisque si il était normal, c'était un dénigrement des autres, parce qu'il se disait j'étais le chef de la rébellion et je ne devrais pas m'asseoir avec ces ministres, et d'ailleurs je vais bientôt être le président, je ne devais pas m'asseoir avec ces autres ministres, et d'ailleurs je surpasse de... Mais bon fils, oui. Ceci signifie donc que ceux qui ont cru que c'était une personne normale, tous ceux qui l'entouraient étaient également anormaux. Non. Du moins, quand quelqu'un est là et qu'il fait un achat de conscience aux autres via des offrandes qu'il donne aux petits citoyens. Non, ce n'était pas encore le cas. En ce moment, il était encore ministre d'État chargé de la bonne gouvernance. Et quand il a dirigé la rébellion, il se faisait passer pour quelqu'un qui est bon, il s'attirait de la sympathie de tout le monde. Quand il s'agissait de punir, il se mettait entre ceux qui voulaient punir et celui qui l'inculpait, et on l'appelait Mourouza. Donc il essayait d'attirer la sympathie de tout le monde pour se procurer de son poste de président dans un projet à venir. Donc dire que ceux qui ont crié à lui étaient des dérangés mentaux, c'est pas vrai, mais il y a une certaine forme de trompe-l'œil de quelqu'un
par rapport à sa situation réelle de dérangement mental. Si je comprends un peu mon ami, mon confrère, mon fils, mais à cette époque, il était le chef de la rébellion. C'était lui qui avait signé sur l'accord de paix, sur l'accord de cessez-le-feu. Donc, dire qu'on peut refuser ceci ou cela pour lui, c'était remettre en cause l'accord. Et c'était remettre donc tout le pays en guerre. Donc, l'ex-président Bouyer, c'est lui qui aimait dire qu'il n'y a pas de prix pour la paix. Donc les gens ont cru qu'il faut d'abord laisser la place à la paix et puis de se pencher aux autres dossiers après. Malheureusement aujourd'hui, on est dans une situation pratiquement irréversible. Valérie, un ministre qui n'a pas les capacités de suivre un conseil des ministres jusqu'au bout et qui postule par la suite au poste suprême de président de la République, est-ce que cela vous semble normal? Bon, à l'époque, ce qui m'a étonné, c'est que les gens savaient qu'ils ne pouvaient pas tenir plus de 2-3 heures dans un conseil des ministres. Mais très peu de gens se sont posé la question, est-ce que finalement, ce ministre qui est pressenti pour être président de la République, tout le monde savait qu'il allait devenir président de la République. Mais très peu de gens se posaient la question sur sa capacité mentale à diriger, à conduire un pays, à conduire les affaires de l'État. Mais très peu de Burundais se posaient cette question. Quand il a répondu aux journalistes, la fameuse réponse-là qui est devenue historique, et je vais prier pour ces gens-là qui sont corrompus. Mais moi, je me suis dit, mais c'est ce gars-là qui est pressenti pour être le président de la République, mais où va-t-on? Je me demande où sera le pays dans 2, 3, 5 ans. Et ça m'a donné raison. L'avenir m'a donné raison. On a vu comment il a dirigé le pays. Lui, il est là, c'est comme un monarque, tout ce culte de la personnalité qui est toujours autour de lui, et toute la rhétorique, ces discours qui tournent autour, qui s'appuient sur la parole divine, sur les versets bibliques, pour ne pas justifier l'injustifiable, comme a dit notre ami Jean-Marie. Quand il n'a pas d'explication à donner à ce qu'il est en train de faire ou à ce qu'il est en train de dire, eh bien, il lance comme ça une phrase biblique et les Burundais, comme nous sommes des croyants, pendant des années, nous n'y avons vu que du feu. Et donc, quand il parle du fait qu'il n'est pas normal, est-ce que c'est le peuple lui-même qui n'y voyait rien, qui est également je ne crois pas qu'il s'agit d'une insolence ou bien d'une insulte, mais il a bien dit, écoutez, Pierre Nkurunziza a été un étudiant brillant à l'Institut d'éducation physique. Il a réussi avec brio, il a même été enseignant. Personne n'a jamais posé la question, mais il n'y avait pas de problème de capacité mentale. Alors, pourquoi? Peut-être que ce sont les conséquences de la guerre. Ça affecte tout le monde psychologiquement. Alors, pour lui, est-ce que vraiment le parti CNDD-FDD, je ne sais pas s'ils avaient la force de pouvoir imposer une autre personne, puisque c'était lui le chef de la rébellion, et toute la clique qui était autour de lui, les Hussein Radjabou, Adolphe Nshimirimana, le général Bunyoni. Je crois que c'était la clique là qui dirigeait la rébellion et le nouveau parti CNDD-FDD. Il n'y avait pas moyen de changer ça. Malheureusement pour le Burundi. Il était le plus ou moins. Si on regarde moins. Elle était déjà surnommée au Mourouza. Non, le plus modéré, le plus... Mais aussi, c'était lui qui avait un diplôme. Tout ce monde-là, donc il vient de citer, n'avait pas un diplôme. Et puis aussi, il faut que les gens aussi reviennent sur ce qu'ils chantaient pendant donc dans le monde entier. Ils disaient qu'ils ont pris les armes parce qu'ils ont été exclus du pouvoir. À un certain moment, les gens, dont moi-même d'ailleurs, ont eu confiance. Ils ont dit, mais ces gens qui se disent laissés par l'histoire, il faut qu'on les laisse et les voir à l'acte. Mais aujourd'hui, je me demande... on disait, c'est encore des jeunes, c'est encore des jeunes, donnons-leur encore le temps de... Mais moi, je me demande, c'est le docteur qui lui a donné, qui lui a accordé l'attestation médicale, qui confirme que... Il est bien portant aussi mentalement. Est-ce qu'il avait vraiment eu le temps de l'examiner? On est à propos de tout à l'heure, parce que
à cette époque, comme les choses se présentent, il était difficile aussi qu'on dise à la population qui attendait impatiemment que la situation se dénoue, qu'on dise... Mais c'est qu'il y ait un changement radical au niveau de la tête du pays, avec tout le système politique. Est-ce qu'il y avait vraiment une loi stricte pour balayer quelqu'un, soi-disant qu'il n'a pas une capacité mentale suffisante? Ça allait également nous ramener vers en arrière. On évolue en 2005. Pierre Nkurunziza est donc élu président de la République et depuis, on le voit sillonner du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, dans tous les coins du pays, distribuant des billets de banque à la population, aidant à construire une école par-ci par-là, assistant une association naissante. Bonfils, est-ce que c'est une stratégie de com pour vous qui aurait payé? Oui, je pense que c'était une stratégie de propagande pour lui, de sa personnalité. Vous en parlez au passé comme si ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est parce qu'il n'est plus au pays, peut-être. Ne le voit plus. Je pense que c'est une stratégie de propagande, puisque ce n'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il donnait des billets de banque. Aujourd'hui, il impose des cotisations qu'ils disent volontaires, mais qui ne sont pas volontaires et qu'il y a des sanctions pour ceux qui ne vont pas contribuer. Donc, ce n'est plus le cas. Avant, il donnait, mais aujourd'hui, il veut recevoir de la population. Donc, ce n'est plus le cas, c'est parce que je parle du passé, puisque ce n'est plus. Le temps présent, ce n'est plus le temps de distribuer de la monnaie, de billets de banque, c'est plutôt la collecte. Pour son compte. Donc, il s'agit et donc, aujourd'hui, vous pensez qu'il s'est appauvri? Non, ce n'est pas s'appauvrir vrai, mais c'est une certaine forme de décadence ou de déclin. Puisque pour un pays, pour quelqu'un, il y a la jeunesse, il y a la vieillesse aussi. Et pour un pays, il y a la naissance, il y a l'apogée, il y a aussi la décadence. Et vous pensez que c'est le cas du pays ou c'est le cas de la personnalité? C'est le cas de la personnalité de Nkurunziza et c'est le cas de sa famille politique et de son parti. Est-ce que le pays est différent aujourd'hui à la personnalité? Valérie Mouchouane, à l'époque, vous étiez journaliste à la télévision nationale, vous avez suivi, je le sais, parce que je vous côtoyais également, vous l'avez suivi pratiquement partout à travers le pays. Quelle était la réaction de la population à l'endroit de ce président atypique qui distribuait des billets de banque à leur endroit? Mais ils étaient, comment dire, ils étaient bluffés. Parce que pendant toutes ces années, quand j'étais à la télévision nationale, je me suis dit, mais c'est le président le plus communicateur que j'ai jamais vu. Pourquoi? Il suffisait de le voir. Il ne respectait d'abord jamais le plan, le protocole. Jamais, jamais. Bon, alors, un jour, nous sommes arrivés à Gitega, chez les acteurs célèbres là, de la série Nindé. Il leur avait construit une maison à 16 millions, qui avait coûté 16 millions. Il avait fait des costumes, les hommes et les costumes traditionnels, les dames. Un bus Quaster aussi. Et aussi un bus flambant neuf. Et voilà, il est allé voir où en était la construction. Ils avaient déjà terminé, c'est là où j'ai appris que la maison avait coûté 16 millions. Mais depuis toutes ces années, pendant 2 décennies, les acteurs de la série Nindé n'avaient jamais une maison où ils pourraient faire leur répétition, préparer cette série Nindé qui passe à la télévision aussi, à la radiophonique. Et donc pour eux, c'était une consécration que de recevoir. Mais déjà, ils disaient, mais il y a beaucoup de présidents qui sont passés devant nous, mais personne n'a été reconnaissant pour nous faire un tel geste. Et voilà, nous quittons, toujours à Gitega, nous quittons la maison des acteurs de Nindé, à quelques centaines de mètres, je vois les véhicules de la présidence s'arrêter et
Le président qui débarque, il dit, écoutez, bah, vous êtes en train de fabriquer des briques adobe. C'était vraiment toute une population, à peu près une cinquantaine de personnes. Et ils disent, écoutez, il y a un des nôtres qui est rentré, qui s'est rapatrié de la Tanzanie. Nous sommes en train de fabriquer ces briques adobe pour construire une maison. Alors, il y a le président qui se retourne, il regarde sa garde, approché, il dit, écoutez, il retrousse ses manches, écoutez, nous allons partir d'ici après avoir terminé de fabriquer ces briques adobe. Ça a été le cas. Il est parti en leur laissant une petite somme de 750 000 francs. Nous continuons vers Ruyigi. Il arrive au centre de Ruyigi, il y a une association de femmes, une association culturelle, et elles avaient construit le club Umudeyo, et ils disent, écoutez, nous allons construire un centre culturel, nous avons besoin de 50 millions pour la construction de tous ces bâtiments. Ils avaient déjà construit vraiment pas mal de choses, et voilà, il dit, écoutez, je vous donne 5 millions. Nous continuons, c'était toujours comme ça. Ils ne pouvaient pas passer à côté d'une école. Mais dans tout ce que vous dites, en définitive, c'est quelqu'un qui est proche du peuple. C'est ce que les gens croyaient. Et nous aussi, on était bernés, c'est ce qu'on voyait. Il était vraiment proche du peuple parce que les autres présidents n'ont jamais fait ça. Tous les présidents allaient au stade où la population était rassemblée, il prend son discours et il s'en va. Dans ses jeeps climatisés. Lui, il s'assoit sur la natte avec vraiment le petit peuple, quoi. On amène des brochettes de chèvre, il prend un morceau, il donne aux autres. Des anecdotes comme celle-là, sans doute que Jean-Marie Ndabashinze également en a plein dans la poche. Vous avez été journaliste à la radio-télévision nationale également, mais ensuite, et c'est là le clou, vous avez été conseiller du président de la République dans sa cellule de communication. Mais que pouvait justifier ce geste de distribuer des billets de banque au moment où des ministères comme le ministère du développement communal, le ministère de la planification et d'autres qui auraient pu bénéficier de ce type de manne étaient à court de budget, même de fonctionnement? Comment est-ce que cela peut se justifier? Vous qui avez surtout été proche du chef de l'État. C'est effectivement ce qu'on disait depuis le début de l'émission. C'est cette culte de la personnalité. Donc, le Nkurunziza, dans son entendement, il veut être vu comme l'homme l'homme qui aime son peuple. Mais il ne veut pas un Burundi qui est développé pour qu'à travers ce développement, on voit Nkurunziza. Il veut le développement. Il veut d'abord qu'on voit Nkurunziza. Son propre développement. Que tout le peuple attende tout de lui. C'est pourquoi il distribue de l'argent à qui il veut. Moi, je me suis toujours posé la question, est-ce que vraiment c'est ça le rôle d'un président? Un président, normalement, doit faire une planification pour que le développement puisse arriver à tout le monde. Donc, je me souviens des projets de plantation des arbres fruitiers qu'il a entamé vers 2008, je crois. C'était des projets qui n'avaient aucune planification. Le service chargé du protocole recevait... Aucune planification. Pratiquement aucune. Et donc les conseillers ne jouaient pas leur rôle. Ils ne demandaient pas le point de vue. Il n'en faisait qu'à sa tête alors. Et même les fournisseurs des plans se sont à maintes reprises sont venus à maintes reprises à Bujumbura pour réclamer leur argent. Les fournisseurs des plans de ces arbres fruitiers, ils n'ont pas je voulais un peu terminer avec ce fameux projet. Donc il y avait son service chargé du protocole qui, Nkurunziza, vient d'emblée écouter. D'abord, le programme de Nkurunziza, depuis 2005, pratiquement, je crois quand même aujourd'hui c'est la même chose. Il se présente au bureau lundi. À midi, il rentre. À 16h, il est au terrain de football. De lundi à mercredi. Lorsqu'il y a conseil des ministres, il tient le conseil des ministres mercredi, jusqu'à pratiquement 13h, 14h. Il rentre et c'est le vice-président
qui prend le relais. Alors, aujourd'hui, je m'imagine, si, avec la formation de Gaston, que je connais, si c'est lui qui préside le Conseil des ministres, vraiment notre pays. C'est la descente aux enfers. On n'en est pas déjà. Il ne descend plus, il est déjà au Le pays est gouverné tout de même. Bon, disons. Le président européen ne peut pas être un enfant comme il disait. Donc j'ai dit matin, jusqu'à dimanche, c'est le gouvernement. Il faut quand même un peu de respect. Hein. Il est quand même, Gaston Sidimou, il est quand même premier vice-président de la République, et donc il a ce poste peut-être ou sans doute parce qu'il le mérite, non? Non. Vous le connaissez suffisamment pour... C'est même un ami. C'est même un ami, Gaston. C'est même un ami vraiment... On dit que qui se ressemble s'assemble, et donc vous êtes... Je dis que quand j'étais là, quand j'étais à Bujumbura, il était mon ami, on partageait vraiment un verre. Mais quand j'ai appris, quelqu'un qui m'a appris pour la première fois que Gaston venait d'être nommé premier vice-président, j'ai dit non, quand même, on ne peut pas aller jusque-là. Et on m'a envoyé finalement le décret. Pour vous, c'était une blague. Oh, j'ai dit, mon Dieu, on évolue. L'on dit de Pierre Nkurunziza qu'il serait le plus grand propriétaire terrien du Burundi. Valérie, vous l'avez accompagné sur le terrain. Est-ce que vous vous en seriez personnellement rendu compte? Ah oui, bah, il disait que ce sont les administrateurs communaux qui disponibilisent ces propriétés, ces terrains de 5, 10, 15, 20 hectares, même de 25 pratiquement hectares. Dans toutes les 127 communes du pays. Ah oui, en tout cas, c'est... Il a des propriétés, oui. 4 propriétés dans une seule commune. Et ce qui est étonnant, bizarre, ou bien, je ne sais pas, bon, c'est absurde, il utilise des moyens de l'État. Parce que les tracteurs qu'on a vus dans les champs de Pierre Nkurunziza, ce sont des tracteurs qui ont été offerts par le gouvernement, au gouvernement burundais, par le gouvernement égyptien. Vous en avez des preuves? Ah si, mais c'est nous qui sommes allés, la télévision nationale, qui sommes allés couvrir l'événement avec la réception officielle. Et bizarrement, c'est qui a reçu et qui est allé recevoir ces tracteurs? C'est l'ombudsman burundais. Mais il n'est pas membre du gouvernement. Ah, il n'est pas membre du gouvernement. C'est pourquoi ce jour-là, l'ambassadeur égyptien a eu vraiment... On a senti qu'il y avait une certaine gêne. Il y a des conciliabules qui ne sont pas terminés. Il y a des gens du ministère de la Culture qui sont venus, qui sont repartis. Il y a Mohamed Doukola qui est toujours là parce que les Égyptiens disaient, écoutez, c'est un don du gouvernement égyptien au gouvernement burundais. Ce gars-là, il est ombudsman, il n'est pas membre du gouvernement. Au moins... Le ministre de la Culture, au moins, aurait pu envoyer peut-être ses conseillers. Et donc, ce sont ces tracteurs-là que Pierre Nkurunziza utilise dans ses champs. Qu'on a vu dans les champs de Nkurunziza, mais aussi qu'on a vu dans les champs de canne à sucre de l'homme d'affaires Nahoum. Qui est très proche de Je les ai vus de mes propres yeux. Et voilà comment des dons offerts au gouvernement, au peuple burundais, atterrissent dans les propriétés privées de Pierre Nkurunziza. Alors, il cultive des ananas, des champs vraiment très vastes et jolis à voir, bien cultivés. Il cultive de la banane verte. Et en fait, ces récoltes, elles vont où? Elles vont à l'usine, à la brasserie Burundi Brewery, qui se trouve à Ngozi. Qui lui appartient. Qui lui appartient. Est-ce qu'il paye d'abord des taxes pour ça? Non. Est-ce que, vous comprenez, c'est une vaste escroquerie. Et Pierre Nkurunziza, à la télévision nationale, il disait, écoutez, votre administrateur communal m'a proposé ce terrain pour que je donne un exemple à tous les Burundais, comment on cultive d'une manière vraiment efficace. Et tous ces agronomes appartiennent à l'État. C'est une vaste escroquerie et personne n'y a vu du feu. Ça a passé des années, personne n'a vu que c'était vraiment c'était une malversation économique à grande échelle. On voyait ça à la télévision, mais personne ne se posait la question, mais attends,
ce gars-là, il peut s'offrir un terrain de 5 hectares, alors que maintenant, on connaît avec toute la surpopulation du Burundi, on n'arrive même pas à avoir un petit terrain de 10 mètres sur 5. Je pense qu'à un certain moment, et plutôt à plusieurs reprises, il y a l'OLUCOM, par exemple, qui est l'Observatoire de lutte contre la corruption et des malversations économiques, qui a crié à plusieurs reprises, en disant qu'il s'interrogeait sur les champs qui appartenaient au chef de l'État, non? Oui, mais... Avant, je voulais... Mon ami Moucho me rappelle, donc, je ne sais pas si je dirais si c'est une anecdote. Lorsqu'on a célébré le 50e anniversaire de l'indépendance, c'était le 1er juillet 2012, l'Oman nous a donné 50 véhicules Mercedes VIP. Après la cérémonie, Nkurunziza les a tous embarqués et ces véhicules, dis-moi, jusqu'au 28 mars 2015, date à laquelle j'ai quitté la présidence de la République, ils étaient toujours garés là-bas. Personne ne les a jamais utilisés. Non, les gens qui étaient au palais nous disaient que 2 fois le soir, ils les visitent comme si c'était des vaches. C'est sa propriété privée alors que... Le seul véhicule qui est sorti de ces 50, il est sorti quand il y avait un ministre, le ministre Anosiat Sirassa, qui était à l'époque ministre de la fonction publique. Il a eu un accident, son véhicule a été complètement endommagé. Et à cette époque, il venait entre-temps de se reconvertir, donc d'être protestant. Donc d'adhérer dans le cercle à l'église du Rocher. À l'église du Rocher. Et il est venu, il a dit, je n'ai plus de véhicule. Un seul est sorti de 50. Les autres sont là. Les chauffeurs, des fois, il va les démarrer pour chauffer, pour dérouiller, pour... À la présidence, on se disait, mais ça, c'est quel boulot? Mais des véhicules qui sont là. Oui, bon fils. Et c'est donc le culte de la personnalité de Pierre Nkurunziza qui s'opère à travers tout le pays. C'est le culte de la personnalité de lui-même. Donc le pays c'est son miroir, le pays c'est lui-même, le pays c'est n'est plus le pays comme la chose publique, il le disait, ou l'Es Publica, mais l'Es Publica c'est lui-même. Depuis 2005... Ça on l'a dit depuis longtemps, mais que penser par exemple des administrateurs communaux qui lui accordaient les yeux fermés, qui lui accordent, peut-être jusqu'aujourd'hui, ces terres, tous ces hectares? Je ne pense pas ainsi. Je pense que c'est lui-même qui s'attribue ces terres, puisque un administrateur communal ne peut pas s'opposer au président de la République et de dire que ce terrain appartient à la population, aux citoyens lambda. Mais tu vois, donc Pierre Nkurunziza, il vient, il dit ce terrain est un bon terrain, je vais cultiver des ananas. Même le petit peuple qui lui appartient, quand il ose lever le doigt, il va être... il va en subir des conséquences. Donc, ce n'est pas des administrateurs qui lui donnent ces terrains, c'est lui-même qui se donne ces terrains, puisque c'est un roi, c'est un monarque du Burundi, c'est un président qui s'est érigé en monarque et qui veut que tout ça tourne à sa personnalité et à lui-même. Donc, quand il cultive, il y a des agronomes qui sont payés pour ça, il y a des moniteurs agricoles qui sont payés pour ça. Quand il va dans la construction, il y a des maçons, il y a des ingénieurs qui sont payés pour ça. Il devrait se pencher sur des questions réelles du pays et être un leader visionnaire. Mais ce n'est pas le cas. Il est donc toujours, il veut s'embourber dans des situations qui ne sont pas les siens. En tant que président de la République. Oui, quand vous parlez de cette boulimie, on se rappelle, il y a quelques années, ceux qui cultivaient, par exemple, ceux qui produisaient des fruits, qui les revendaient ici, enfin, qui les revendaient, par exemple, principalement au Rwanda. On a bloqué les frontières en disant tous ces fruits ne doivent plus passer la frontière, ils doivent rester dans le pays et donc aller dans la brasserie d'Ongozi. Que penser avec toutes les conséquences qu'on a vues, les femmes qui pleuraient, qui avaient emprunté de l'argent dans des banques et dont les prix pourrissaient à la frontière, que penser de tout cela? Mais il fallait de la matière première pour la fameuse brasserie, la Burundi Brewery, qui lui appartient. Et cette population qui pleurait parce que leur récolte pourrissait comme ça et qui vendait ça à l'extérieur parce que le franc rwandais est toujours
a une valeur supérieure au franc burundais. Mais ça a une grosse valeur. C'est comme s'ils vendaient ça en devise. Et voilà. Aujourd'hui, on le bloque. Toutes ces mamans qui pleuraient en voyant leur récolte pourrie, mais il n'en a que faire, Pierre Nkurunziza. Il fallait de la matière première pour la Bondi Brewery, qui a reçu tous les avantages de la pile à l'agence de promotion des investissements. Mais finalement, c'est tout le monde qui a perdu aussi bien. C'est tout le monde qui a perdu parce que de la brasserie, mais vous oubliez aussi la fameuse industrie qui a été installée à Gitega, qui allait s'occuper des avocats. Ben, elle a fermé, elle est pratiquement mornée. Oui. Donc, il plantait les arbres fruitiers des avocatiers juste en pensant à... Alors, c'est Maître Chali avant les bœufs, finalement. Mais nous avons vu, depuis le début de cette édition, on a parlé d'un Pierre Nkurunziza qui, finalement, est presque... Vous parlez de lui comme si c'était le diable en personne. Est-ce qu'il est totalement mauvais, Jean-Marie? Bon, je n'aimerais pas... je n'aimerais pas basculer dans est-ce qu'il est mauvais, il est bon, c'est pas ça qui est important. Non, demande-moi, est-ce qu'il est capable de diriger un pays ou non? Voilà, là j'ai la réponse. C'est un incapable vraiment pour la gestion d'un pays. Sinon, bon ou mauvais, ça c'est discutable. Qu'il soit bon ou mauvais, moi ça ne me regarde pas. Seulement, je peux affirmer qu'après 12 ans, il a montré son incapacité à diriger un pays. Ça, c'est un fait. Il nous a dirigé pendant 12 ans. Oui. Il y a de la matière pour l'évaluation quand même. Naturellement, et c'est pour ça qu'on est là. Et les faits sont têtus, comme tu as dit au début. Nous nous limitons aux faits. Voilà. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Et donc, vous restez ferme sur votre position, autant que vous, mon fils? Non, ma position est que dire qu'il est bon ou mauvais, ça dépend de qui va juger. Mais montrer son incapacité, il a déjà démontré son incapacité. Et c'est d'ailleurs un accident historique que le Burundi a eu d'avoir un président comme Pierre Nkurunziza. C'est dommage, naturellement, que ça se termine par cette position ferme par rapport à ça, mais espérons que les choses iront sans doute beaucoup plus positivement dans l'avenir. Et c'est par ici que prend fin cette 14e édition du Club de la Presse. Je remercie d'abord nos invités, Valérie Mucho, Jean-Marie Ndabashinze et puis mon fils Nyongere. Je remercie également l'équipe technique qui vous permet de nous suivre avec les images ou par le son, mais également de nous suivre sur les différents sites des radios Inzamba et RPA et sur YouTube pour le compte de Télé Renaissance. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Club de la Presse. Merci beaucoup pour votre fidélité.